Entre nous, y a jamais d'adieu. Une chanson de Flavie, faut y aller. On va tenter de rejoindre Georges Goma et son invité dans quelques instants. On va voir s'ils sont avec nous. Alors, il s'agit de Jean-Rest Moreau. Bonjour, Georges. Oui, Pammy, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Mais c'est parfait. J'ai notre invité au téléphone. Je vais lui demander, est-ce que Jean-Rest Moreau, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Georges, bonjour Fanny. Oui, je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Génial. Ah ben c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors Georges, je vous laisse nous introduire l'invité. Ben on avait commencé, mais on va poursuivre. Absolument. Ben, on va poursuivre avec notre invité. Alors, je disais entre-temps que connaître l'Afrique se fait également à travers la production littéraire. Et la semaine passée, nous avons reçu M. Joseph Kokolo Zassi qui nous a présenté son ouvrage sur la transition démocratique en Afrique en prenant le cas du Congo. Et sur la même lancée, vous savez que nous fonctionnons à Chronique d'Afrique Noire dans les matins éphémères par série, une série qui va comporter 4 chroniques. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir notre écrivain, Monsieur Jean-Rest Moreau, qui venait d'écrire ou bien de publier aux éditions de Londres à Paris un ouvrage qu'il va avoir, n'est-ce pas, le bonheur de nous expliquer, parce que en parcourant cet ouvrage, on sent de la complexité quand même dans cet ouvrage. L'histoire d'une personne et qui dit tout un pays. Alors, donc, et en plus, monsieur Jean-Rest Moreau a une grande expérience dans le monde des affaires. Pendant 15 ans, il a travaillé dans des compagnies de téléphonie, par exemple, en tant que cadre de marketing chez Emirates Télécommunications Corporation au Gabon. Il n'a pas évolué seulement dans le monde des affaires. Il s'est aussi forgé auprès de l'activité politique, de l'engagement politique, pour avoir été attaché des services économiques et financiers au ministère de la Communication du Gabon. Il a été également chargé des relations avec les institutions. Plus encore, il a été porte-parole du gouvernement, où il a occupé la fonction de chargé d'études du secrétaire général du dit ministère, c'est-à-dire le ministère de la Communication jusqu'à assez récemment, en 2018. Et depuis, il est parti du Gabon. En ce moment, il habite à Montréal, où il a fait la demande d'un stage. Il est en stage pour, n'est-ce pas, élargir sa zone de compétences. Il quitte donc le Gabon et aujourd'hui, il fait un DESS en économie numérique à l'UQAM. Est-ce que, monsieur Jean-Rest Moreau, vous pensez que j'ai fait une bonne présentation de vous-même, ou si vous avez quelque chose à rajouter sur vous-même, c'est l'occasion de le faire. Ben, pour commencer, merci Monsieur Ngoma, merci Fanny de me recevoir sur votre antenne. C'est un plaisir de pouvoir discuter de soi et puis échanger sur
la petite personne que je suis. Je pense que vous avez amplement, effectivement, présenté la personne que je suis. Oui. Alors, c'est super. Je vais vous interrompre juste maintenant qu'on aille en pause et ensuite, on va pouvoir développer davantage sur votre travail et sur votre dernier livre. Est-ce que ça vous va? Ça nous va, absolument. OK, alors à tout de suite. C K R L 89.1. La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. Oh, qu'est-ce qui ferait plaisir à Émilie cette année? Cette année, j'ai été très sage, j'ai lavé mes mains souvent, mes dents aussi, mais un peu moins souvent. Comme cadeau, je voudrais une corde à danser, du jambon, des barres tendres, mais sans arracher parce qu'on n'a pas le droit à l'école. La purée pour mon petit frère, du pain, même si c'est du brun, c'est pas grave. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez directement chez Jean Coutu, Provigo, Maxi et Via Capitale ou à guignolé.ca. Le Palais Montcalm, Maison de la musique et CKRL sont fiers de vous dévoiler Sur les planches, une nouvelle série de concerts web et de capsules consacrées à la relève musicale. Découvrez tout le talent de la Ville de Québec à travers 6 entrevues et performances d'artistes. Le jeudi 10 décembre dès 15h30 à CKRL, ne manquez pas Julian. Certains l'ont connu dans le groupe The Seasons, d'autres dans Forest Boys. C'est maintenant en solo que Julian met de l'avant sa pop accrocheuse. Sur les planches, une présentation du Palais Montcalm et de CKRL. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Faites le plein de bonheur à la boîte à pain grâce à nos 5 spécialités. Les viennoiseries croustillantes et croquantes, nos sandwichs savoureux et originaux, les pizzas authentiques et napolitaines, nos pâtisseries exquises et délicates et bien entendu notre pain succulent et nourrissant. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. boîteapin.com. La météo vous est présentée par Rinfraie Volkswagen Lévis. Rinfraie Volkswagen Lévis est dans sa plus grosse vente de l'année. Quand on a seulement 15 secondes, ça peut ressembler à ça. 1000, 2000, 3000, 4000 $ de rabais et 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Nous avons jusqu'au 2 novembre pour vous l'expliquer. Prenez rendez-vous chez Rinfraie Volkswagen Lévis. Météo. Il fait présentement -4 à Québec. Jeudi 10 décembre, on prévoit un temps généralement nuageux, des vents devenant d'ouest à 20 km/h avec rafales à 40 en mi-journée et un maximum de +1. Refroidissement éolien à -10 ce matin. Et ce soir, ce sera généralement nuageux avec un maximum de -6 degrés. Et demain, vendredi 11 décembre, on prévoit un temps nuageux, maximum +1. Refroidissement éolien de -6 le matin. Samedi 12 décembre, on prévoit de la neige, un maximum de 0. Il fait présentement -4 à Québec et c'est nuageux. La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères.
Les matins éphémères sur les ondes de CKRL. Pamela Bisson avec vous jusqu'à 9h. Aujourd'hui, c'est la chronique Afrique noire. On parle avec Georges Goma et son invité Jean-Rest Moreau de son plus récent livre. Ils nous rejoignent à l'instant. Je peux quand même vous mentionner le titre du livre. Ce sera pas long. Je vous le retrouve. C'est un homme qui est à Montréal, mais qui est originaire du Gabon. On va parler avec lui de son livre dans quelques instants. Et son livre s'intitule Un homme insoumis aux manipulations claniques de ses origines, aux éditions de Londres en France. On en parle avec Georges Goma. Bonjour à vous deux. Bonjour, Fanny. Bonjour, Fanny. Voilà, nous sommes toujours donc à l'antenne avec Monsieur Jean-Rest Moreau. Alors, Monsieur Moreau, avant de décortiquer votre trilogie, parce que c'est ça la structure de votre livre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Gabon, votre pays d'origine pour nos auditeurs à CKRL? C'est quoi le Gabon? Qu'est-ce qu'on peut retenir du Gabon? Bon, merci, auditeurs de CKRL. Je dirais tout simplement que le Gabon est un pays de l'Afrique centrale dont la superficie est de 267 767 km². C'est une population qui est, on va dire, polythéiste, c'est-à-dire que nous avons plusieurs religions, nous avons plusieurs ethnies, à peu près une cinquantaine. Donc, nous comptons à peu près moins de 2 millions d'habitants avec tout ce que nous avons comme population migrante vers le Gabon. C'est un petit pays qui appartient au bassin du Congo, parce que tout juste au nord, nous avons le Cameroun. Je pense au niveau du sud, nous avons le Congo, Brazzaville, et un peu vers l'est, nous avons la Guinée équatoriale qui est sur la côtière au niveau de l'océan Atlantique. Donc, voilà, nous avons... Le Cameroun aussi, soit dit en passant, le Cameroun aussi, au nord. Au nord, exactement, c'est bien ça. Mais le Gabon aussi est un petit pays, comme vous le dites, mais un petit pays immensément riche de par le potentiel de son sous-sol, non? Effectivement, je dirais que le Gabon détient des potentialités minières qui font rêver, qui sont annoncées. C'est un pays annoncé extrêmement riche, mais nous avons un tableau qui est complètement paradoxal, c'est-à-dire que nous avons des populations aujourd'hui qui vivent avec un seuil de moins de $5 par jour. Donc, on ne comprend pas exactement comment se fait la répartition des richesses. Nous avons ce problème un tout petit peu dans la quasi-majorité des pays qui ont été colonisés par la France. Et c'est une situation qui, d'aventure, n'améliore pas forcément notre bien-vivre. C'est tout ce que je peux dire vraiment de façon ramassée, comment est-ce que le Gabon est. Et aussi dirigé quand même par une famille depuis très longtemps. Ça, c'est important de le dire ici, parce que vous dites quand même que c'est moins de 2 millions d'habitants, avec d'énormes potentialités du sous-sol, et que paradoxalement, comme vous le dites, c'est quand même à ne pas comprendre que les gens soient aussi pauvres avec une toute petite population. Et je pense quand même aussi que le Gabon, à un moment, était le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, à une époque. Je le confirme, Georges, en effet. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes pour ne parler que du cas spécifique du Gabon, parce que la quasi-majorité des pays, comme je l'ai dit tantôt, et qui ont en partage l'utilisation du franc CFA, souffrent quasiment du même problème. Nous assistons à une situation comme s'il y avait derrière ces pays un marionnettiste, c'est-à-dire une main noire, une main invisible, qui tente de manipuler effectivement les populations, déjà en mettant un certain nombre de dirigeants qui, ma foi,
ne pensent pas au bien-être de leur population qu'ils dirigent. En fait, dans la société que nous voyons, nous avons des gouvernants et nous avons des gouvernés. Et malheureusement, ça fait effectivement plus de 50 ans, près de 50 ans, je dirais, que nous sommes gouvernés par une seule et même famille. Donc, il n'y a pas un seul moyen d'alternance politique. Donc, c'est quasiment de la dictature, pas quasiment, c'est une dictature. Il n'y a pas un seul moyen de pouvoir aller à l'encontre d'une idée contraire de celle du parti au pouvoir. Donc, la répartition des richesses, elle est quasiment inexistante. On nous fait croire que le Gabon, effectivement, se porte bien, mais nous le voyons très bien que le Gabon ne se porte pas du tout bien. Et ça occasionne la fuite des cerveaux, ça occasionne le départ d'un certain nombre de personnalités qui pourraient participer au développement de nos pays, mais malheureusement, nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Très bien, Monsieur Moreau. Alors, à ce moment-là, faisons la transition, allons-y directement à ce qui nous attache aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi vous avez organisé votre ouvrage en une trilogie? Il y a une raison à ça. Alors, commencez donc à nous présenter votre ouvrage, que Fanny a su bien décliner le titre à cette antenne. Et je le reprends, c'est-à-dire qu'un homme insoumis aux manipulations claniques de ses origines maternelles. Vous précisez bien maternelle, Monsieur Moreau. Alors, qu'en est-il là-dedans? Ok, merci pour cette question. En effet, le terme trilogie, c'était pour faire un syllogisme avec l'aspect trinitaire dont est revêtu l'homme. C'est-à-dire que nous avons sur l'homme, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Donc, il y a forcément l'aspect visible, c'est-à-dire des choses que nous pouvons toucher, des choses que nous pouvons voir, des choses que nous pouvons humer. Et ça respecte forcément un champ lexical avec tous ces verbes d'action que je viens de vous énumérer. Donc, c'est effectivement le premier aspect, le premier axe que je touche, parce que on a l'impression que tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher, c'est effectivement le propre de la vie. Or, ce n'est pas, c'est tout un contraire. C'est tout un contraire dans ce sens que c'est ce qui est plutôt invisible, ce que nous ne pouvons pas voir, ce que nous ne pouvons pas forcément percevoir par les 5 sens que je viens de vous énumérer, qui d'aventure sont plutôt même l'essence même de l'existence de l'homme. Donc, en fait, pour emprunter un tout petit peu une expression que l'on trouve, qui est communément employée dans la Bible, en fait, les choses visibles appartiennent à l'homme, appartiendraient à l'homme, et les choses invisibles appartiendraient plutôt à Dieu, donc à notre Créateur. Donc, et cela répond effectivement au deuxième axe du livre que j'ai écrit, ou que j'ai titré comme chapitre tentative de ma destruction dans mon invisible. Et nous aurons effectivement l'occasion de pouvoir aborder cet aspect qui éventuellement, lorsque je présente ce deuxième axe, vient compléter l'entièreté de l'être que je suis, c'est-à-dire le côté visible, celui que l'on perçoit, et le côté invisible qui est celui censé me déterminer dans la société pourquoi je vis, qu'est-ce que je suis appelé à faire. Donc, si vous voulez, ça répond un tout petit peu au doute cartésien, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même pour pouvoir effectivement exister dans sur cette terre
en effet. Donc, et il y a un troisième axe, lorsque j'ai réussi à comprendre qui j'étais, lorsque j'ai réussi à comprendre quelles sont les tribulations et les persécutions que je vivais dans mon invisible, j'ai su dorénavant comment il fallait que je puisse orienter dorénavant mes relations avec mes alter-ego, avec mes semblables. Sur le troisième axe, j'aborde l'aspect du pardon, qui, lui, est une des armes que nous donnent les Saintes Écritures, parce qu'en fait, il faut voir les Saintes Écritures ici comme une semence que l'on dépose, c'est comme une graine que l'on dépose sous une terre et qui, d'aventure, donne un fruit, un résultat qui est arrivé à celui que je suis devenu aujourd'hui. Georges. Wow. Mais écoutez, on est dans l'ordre de la complexité, là, hein? On est dans l'ordre de la complexité, et puis on semble retrouver quand même une sorte d'Afrique mystérieuse, parce que quand vous parlez de votre premier axe, c'est-à-dire ce monde visible, et que vous intitulez Mort visible, hein, qui est donc vous dites votre essence là en tant que telle, ce que vous êtes dans ce monde sensible, si j'ai bien saisi, hein, et puis que la deuxième partie, le deuxième axe de votre trilogie, vous parlez de ce monde invisible. Alors, cette réalité qui n'est pas accessible par l'essence et qui marque un peu trop aussi les pays africains, pas seulement les pays africains, parce que quand je vois un peu comment vous avancez dans votre affaire, même l'Europe d'une certaine époque aussi, il y a une dimension aussi de l'existence invisible aussi qui est prégnante, qui est marquante. Et là, vous semblez expliquer que dans cette deuxième partie, vous avez vécu des choses. Et la troisième partie, je suis attiré par le pardon. Le pardon, est-ce que c'est une façon de dire que dans cette deuxième partie, vous avez été secoué, on vous a soumis à une rude épreuve, c'est cela qu'on peut comprendre, Monsieur Moreau? Ben oui, effectivement, c'est ce que ça veut dire. En fait, lorsque je parle de mon visible, je suis un jeune homme d'abord, comme je le dis, qui naît d'une certaine façon. Les mots sont ce qu'ils sont. Et j'ai connu tout un tas de belles choses dans ma vie. Je n'ai pas forcément su pourquoi. Dès l'âge de 2 ans, je suis parti en Chine avec la grande sœur de ma mère. Donc, voyez-vous, déjà à l'âge de 2 ans, on m'a séparé de mon cocon familial, c'est-à-dire de mon père et de ma mère. Donc, j'ai effectivement cet honneur de partir en Chine et de découvrir déjà la culture d'autres peuples. Donc, je fais la rencontre de cultures. J'apprends le chinois, j'apprends une autre façon de voir les choses. Je vois un tout petit peu comment les autres pays sont développés. Donc, j'ai fait, semble-t-il, j'ai fait de bonnes études qui m'ont permis effectivement de pouvoir m'intégrer dans la société. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a pas forcément été très facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi pour trouver un premier emploi déjà. J'ai été contraint à être chauffeur de taxi. J'ai été contraint à enseigner les mathématiques et l'économie dans un certain nombre de classes, alors que, comme nous le disions tantôt, le Gabon est un pays immensement riche et nous avons une politique de bourse qui est inscrite dans notre constitution, c'est-à-dire que l'école doit être prise en charge par nos gouvernants. Donc, nous avons une politique d'attribution de bourse qui consiste à dire que si Jean-Rest Moreau, nous lui attribuons la bourse en année 2000, ben, nous pensons que d'ici l'année 2005, l'année 2010, il sera affecté à tel poste, à tel ministère, à telle fonction ou bien dans tel département. Mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai été complètement obligé au chômage, donc ça m'a poussé à faire des petits métiers en attendant. Donc j'ai été chauffeur de taxi. Vous dites, excusez-moi, Monsieur Moreau, vous dites bien vous avez été obligé au chômage, c'est-à-dire, et c'est une façon de dire que il y avait une démarche claire et nette
vers où, ou bien diriger des obstacles sur votre passage après de bonnes études? Bon, en fait, lorsqu'on vous attribue une bourse dans notre pays, il y a ce qu'on appelle un engagement quinquennal ou un engagement décennal. Donc, on va dire que c'est une obligation pour les gouvernants de pouvoir vous employer, de pouvoir vous trouver une fonction parce qu'ils ont payé vos études. Et dans ce document, les gouvernants nous obligent à travailler au moins pendant 5 ans ou 10 ans pour notre pays. Donc, au moment où on m'attribue la bourse, il y a un ministère de la planification qui est censé faire un répertoire des besoins des ressources humaines dans les différents départements ministériels et dans la sphère privée au niveau de notre pays, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, donc je ne suis pas forcément le seul qui ait subi cette difficulté, mais ce que je veux dire, tantôt, nous parlions déjà d'un certain nombre de difficultés, de mal de gestion et de mal de gouvernance au niveau du Gabon. Donc, voici déjà un parallèle que je pourrais emprunter et le dire. Et ça n'a vraiment pas du tout été aisé, mais je n'ai pas forcément compris parce que par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui effectivement me demandaient de leur donner un dossier parce que bon, nous sommes africains, nous sommes une famille beaucoup plus, on va dire, dans le sens élargi. Nous n'avons pas à vivre de façon cloisonnée. Donc vous pouvez toujours aller voir un oncle, vous pouvez toujours aller voir un beau-frère, une tante, pour lui remettre un dossier et d'aventure, il pourra vous aider à trouver un premier emploi. Mais, sauf que pour moi, mon cas, certains dossiers qui étaient déjà très difficiles à concevoir parce que j'aime faire les choses d'une certaine façon. Lorsque vous êtes au chômage et que vous devez faire un dossier, vous avez nécessairement besoin de légaliser l'ensemble de vos documents, donc vos diplômes, vous avez besoin de légaliser tout ce qui est acte de naissance, vous avez besoin de faire des photos pour présenter, pour mieux vous vendre et vous donner, et vous offrir effectivement une chance de pouvoir trouver un emploi. Mais moi, malheureusement, j'ai trouvé des dossiers que j'ai souvent eu du mal à concevoir, mais je les ai retrouvés chez un aîné. Je lui avais donné un dossier parce que, bon, en fait, j'avais une proposition d'embauche quelque part pour pouvoir m'aider. Mais le dossier que je lui aurais remis, je le retrouve dans un de ses placards. Voyez-vous? Oui, vous évoquez bien aussi dans votre livre la disparition un peu mystique ou mystérieuse de beaucoup de vos documents, là. Hein? C'est cela? Donc, effectivement, vu que là nous abordons un autre aspect, c'est effectivement le côté invisible, parce que je n'ai jamais mis la main sur le sac de la personne qui aurait pris mes diplômes, mais mes diplômes ont été pris par ma compagne, celle avec qui je vivais. Voyez-vous? Donc, je suis quelqu'un de très rangé, je suis quelqu'un de très ordonné, et je sais ce que je laisse à n'importe quel endroit, parce que je suis quelqu'un de comme ça, je suis quelqu'un de très ordonné. Donc, vivant avec une dame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai su à travers les rêves, à travers un certain nombre de visions que j'ai eues. C'est elle qui aurait subtilisé mes diplômes. À quelle fin? Seul Dieu sait. Donc, effectivement, c'est un côté invisible parce que je n'ai pas vu comment ces diplômes ont été pris. Je n'ai pas vu comment ces diplômes ont été pris, mais c'était, semble-t-il, pour me causer tout un tas de problèmes, on va dire, psychologiques, parce que ça se fait dans nos rites traditionnels qui sont censés être sacrés, parce que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et à la recherche de la terre promise, les populations, la peuplade du bassin du Congo, effectivement, s'est arrêtée à cet endroit. Ils ont trouvé une peuplade que l'on appelait les Pygmées. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont bien sûr.
Voilà. Et c'est une population très animiste qui croit effectivement en la force de la nature. Donc, les 4 symboles que nous connaissons effectivement dans cette région, qui sont l'eau, le feu, la terre et le vent, sont généralement ces 4 éléments que nous utilisons pour pouvoir contrôler l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, il y a un certain nombre de rites dans cette localité, très puissants, que l'on trouve d'ailleurs en même temps au Congo, que l'on trouve en Guinée équatoriale, que l'on trouve au Cameroun et que l'on trouve au Gabon et même jusqu'en Centrafrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bouti, qui est une... Non, pas du tout. C'est quoi ça? Expliquez-le-nous pour nos auditeurs. Le Bouti, en fait, c'est un rite traditionnel c'est un rite ancestral d'aventure pour pouvoir... en fait, qui vous permet de pouvoir vous découvrir, de pouvoir savoir qui vous êtes. Et vous utilisez ce qu'on appelle une plante hallucinogène qui s'appelle l'iboga, qui a des vertus vous permettant de vous faire voyager astralement et de vous faire découvrir, même depuis votre naissance, comment vous êtes né. Et d'aventure vous montre un tout petit peu les difficultés dans le monde invisible. Pourquoi est-ce que vous avez par exemple du mal à vous marier? Pourquoi est-ce que vous avez un certain nombre de problèmes, on va dire qu'ils soient médicinaux, parce que bon, vous êtes souffrant, ou bien vous avez un de vos enfants qui va pas très bien. Donc en principe, ces rites sont utilisés pour pouvoir emmener l'homme à mieux affronter les affres de la vie. Voyez-vous? Donc, nous en avons plusieurs. Nous avons le Bouti, nous avons le Melan, nous avons le Mbet. Et d'aventure, grâce à ces rites, vous avez la possibilité, en effet, de pouvoir communiquer avec l'au-delà, avec Dieu. Mais cependant, nous nous sommes rendus compte que, comme dans ce qui s'est passé entre Abel et Caïn, c'est-à-dire les enfants de Adam et Ève, nous avons eu un qui a tué l'autre. Et c'était simplement par jalousie. On n'a pas compris pourquoi, qu'est-ce qui a emmené Abel à tuer Caïn, mais c'était simplement la jalousie. Et c'est un esprit qui s'est emparé de son frère et qui l'a emmené à avoir des pensées, on va dire, nocturnes, des pensées taciturnes, jusqu'à enlever, à ôter la vie à son frère. Donc, de la même façon, nous avons des principes, des commandements au niveau de la religion judéo-chrétienne. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Mais l'ensemble de ces rites que je viens de vous citer repose sur les mêmes fondements. Ils reposent sur les mêmes fondements. Donc, à partir du moment où vous posez des actes qui vont à l'encontre de ces rites, parce qu'en fait, c'est une connaissance, c'est un patrimoine culturel que vous héritez. Lorsque vous l'héritez et que vous l'utilisez pour faire du mal à votre semblable ou à votre prochain, eh ben, c'est à partir de ce moment-là que nous atteignons la ligne de la sorcellerie. C'est-à-dire créer autour de vous un ensemble de problèmes, on va dire, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient métaphysiques, et que vous rencontrez des difficultés dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, c'est ainsi que, lorsque j'ai constaté la disparition de mes diplômes, et j'ai vu que notre relation commençait à battre de l'aile, ce que je me suis simplement mis à faire, c'est j'ai commencé mon investigation. Ah oui, c'est là où j'allais vous poser la question aussi, puisque vous parlez d'investigation, c'est quand on lit votre ouvrage, eh bien, de façon prégnante, on voit bien cette biographie, hein, ce procès biographique que vous faites de vous-même, vous parlez de vous, de votre expérience, mais quelque part aussi, vous parlez d'investigation, c'est-à-dire que vous menez des enquêtes au fond, mais des enquêtes... Comment vous les menez au fond et qu'est-ce que vous y trouvez aussi? Et faites aussi
aussi l'effort, vous le faites déjà très bien maintenant, de cette expérience personnelle. Est-ce que aussi c'est une façon de comprendre un peu le fonctionnement de la société gabonaise qui intègre finalement toute cette dimension mystique? Vous avez parlé de la sorcellerie et vous savez très bien que vous avez aussi dans votre ouvrage ces deux interfaces entre les traditions fortes et puis la modernité. Vous avez évolué dans la modernité, attiré par ce monde occidental, comme vous le dites vous-même. Est-ce que c'est une façon de dire que l'Afrique et le Gabon, puisque nous parlons du Gabon, il y a une forte prégnance, n'est-ce pas, de cette dimension mystique liée à la sorcellerie dans les affaires courantes, y compris aussi dans la politique, puisque vous avez aussi côtoyé ce monde-là? En effet, Jean, ce que je dirais, c'est que dans la Bible, on nous enseigne que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas que ces choses existent, sont matérialisées par des faits, vous vous retrouvez toujours sur l'emprise de la loi. Et la loi, elle est sévère. Si vous ne savez pas que l'alcool est un démon, parce qu'en fait c'est une substance qui n'est pas nécessaire dans le corps d'un humain. Lorsque moi je me souviens effectivement, parce que je suis sorti du Gabon très tôt et j'ai commencé à fréquenter l'Occident, l'alcool n'est pas, c'est quelque chose que l'on peut consommer vraiment de façon très modérée. Et vraiment de façon très modérée. Mais lorsque je suis reparti en Afrique, je vous assure, genre, je me suis mis à consommer de l'alcool à la limite comme un ivrogne. J'étais cadre. Et ce qui était, somme toute, assez incroyable, c'est que j'ai raté des accidents, j'ai raté de perdre mon emploi. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées et moi, tout ignorant, j'ai souvent pensé que c'était ma façon à moi de consommer l'alcool. Or, il n'en était pas le cas. Nous avons effectivement dans nos rites traditionnels, enfin je dirais pas dans nos rites traditionnels parce que nos rites traditionnels ne le recommandent pas de faire du mal à son prochain. Mais certaines personnes, donc des pratiquants qui sont sombres, des pratiquants qui, d'aventure, ne peuvent pas vous toucher physiquement, ne peuvent pas vous faire du mal, mais ils peuvent créer autour de vous, on appelle ça lancer un sortilège, ou à défaut de cela, je ne sais pas si vous connaissez l'expression fusil nocturne. Donc, on peut vous lancer un sort, et à travers ce sort, vous avez un comportement qui est des plus paranormal. C'est simplement ça. Vous êtes un cadre. Moi, je me souviens, lorsque j'étais chez RTL Marty, je m'occupais du monthly, j'étais business analyst, et c'est moi qui regardais un tout petit peu les chiffres de la société. J'avais un rapport que je devais remettre au directeur général, et avec ce rapport, le directeur général avait une visioconférence groupe. Donc, c'était un rapport qui me prenait à peu près l'ouverture de 36 fichiers Excel avec un certain nombre de KPIs, donc d'indicateurs clés de performance que je devais ressortir sur des items téléphoniques qui étaient assez méticuleux. Mais voyez-vous, quelqu'un qui fait un tel travail n'a pas en fait le droit de se retrouver dans des virées nocturnes en train de consommer de l'alcool, parce que à n'importe quel moment on peut vous demander un travail, et je vous assure que demander un travail. Oui, on peut vous demander une tâche qui consiste, voilà, une tâche qui consiste pour le directeur général. En fait, ce sont des outils d'aide à la décision qui permettaient au directeur général de présenter une situation qui était certainement difficile pour lui à son top management. Et le top management aurait pu, à travers les indicateurs que je lui fournissais, lui donner une conduite à tenir. Mais si le directeur général se retrouve avec un agent qui d'aventure
n'est pas disponible à son poste parce que je me suis retrouvé souvent à m'absenter à mon poste sans pour autant savoir pourquoi je m'absentais. Et au fur et à mesure de mes investigations, je me suis finalement rendu compte que, cette histoire, cette façon de consommer l'alcool était plutôt un sort, voyez-vous. Et donc, en investiguant, je me suis rapproché auprès de ma famille maternelle, parce que j'ai pas compris un certain nombre de choses, mais il y a, semble-t-il, eu un interdit au sein de ma famille de pouvoir en parler. Ma famille n'a jamais voulu que j'aborde cet aspect, et je me suis retrouvé dans une absence de dialogue qui a certainement entraîné une intolérance. Cette intolérance a entraîné des excès, les excès qui ont entraîné de la violence, et cette violence qui a entraîné une espèce de contre-violence. Ne pouvant pas m'exprimer, ne pouvant pas dire ce que je vivais, ce que je ressentais, il y a eu comme une espèce de trop-plein. Vous voyez, quand un verre a trop de liquide, lorsque vous en remettez, ça commence à dégouiner dans les bords. Et lorsque je suis parti du Gabon, parce que c'est à travers des rêves, j'ai fait tout un tas de rêves, et d'ailleurs les Saintes Écritures nous l'enseignent. On nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Donc, je suis parti du Gabon après avoir effectivement fait cette demande de mise en stage, parce que j'ai la possibilité de pouvoir avancer en grade. Et malgré le fait que je sois parti, avant de partir du Gabon, j'ai effectivement rencontré un certain nombre de personnes qui connaissaient nos rites, et ils ont demandé à ce que je puisse m'initier. Alors, l'initiation, c'est justement l'épreuve qui consiste justement à vous faire voyager de façon astrale, qui consiste à vous faire ingurgiter ce qu'on appelle l'iboga, donc cette plante hallucinogène, et à travers un certain nombre de rituels, vous allez savoir qui vous êtes, vous allez découvrir comment résoudre les problèmes que vous rencontrez dans la vie, vous allez... voilà. Et vous savez, lorsque vous vivez un certain nombre de problèmes spirituels, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, le monde visible n'est pas très très loin du monde invisible, voyez-vous, mais le problème spirituel, lorsque vous devenez quelqu'un de spirituel, vous arrivez à vous déplacer du monde invisible vers le monde visible. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que si vous avez une vision, ne la négligez pas. Ne la négligez pas, parce que c'est certainement la route par laquelle que vous devez emprunter pour pouvoir arriver à matérialiser ce rêve dans le monde visible. Et je vais devoir vous arrêter parce que c'est tout le temps qu'on a, mais c'est très, très intéressant et même fascinant. Je vous remercie à tous les deux, Jean-Rest Moreau, Georges Goma. Je vous souhaite aussi aujourd'hui une très excellente journée internationale des droits de l'homme. Merci beaucoup Pammy, de ce temps très large que tu nous as accordé. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, on se retrouve dans 2 semaines et on répète le titre du livre de Jean-Rest Moreau, Un homme insoumis aux manipulations claniques de ses origines, alors aux éditions de Londe. Merci à vous deux. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. On va en pause et au retour, ce sera l'édition Accès Pouvoir qui commence.